Bienvenue dans le cabanon. Cette semaine, on reçoit de la belle visite. Simon Lacroix de Total Crap. Merci d'être là, Simon. Ben, merci de me recevoir. C'est rare que je fais des podcasts. À Shawinigan, surtout, j'imagine. Oui. Puis, tu sais, comme là, vu que c'est un podcast qui parle de mauvais films, en guillemets, ben, tu sais, c'est sûr que ça me pas parle mal à moi. là, Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, cool, je suis vraiment content d'être là. Merci de me recevoir. Yes, pareillement. Si jamais il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi Total Crap, veux-tu expliquer c'est quoi? À Total Crap, on présente des montages du pire de la télé et du cinéma, des affaires super mauvaises et super drôles. Ça fait à peu près presque 20 ans qu'on fait ça. On se promène un peu partout dans la province de Québec, surtout Québec-Montréal, pour présenter nos montages dans des soirées. Donc, on présente ça devant le public. Puis, les gens aiment ça, ils trouvent ça drôle. Puis, c'est ça, on fête notre 20e anniversaire en 2023. Fait que, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que c'est très familial comme soirée. Quand même, on présente de la porn, on présente un peu n'importe quoi. Non, c'est une sorte de famille. Il n'y a pas juste de la porn. Il y a autant des vieilles émissions québécoises que des vieilles pubs, que des extraits de films de Taïwan ou de la Turquie, etc. Avant d'être rendu à une demi-heure dans l'épisode, je vais juste dire merci à la microbrasserie Les Grands Bois pour les bières qu'on boit dans le cabanon depuis un moment. Surveillez l'arrivée de notre bière, la Vengeance des Cobras de la Nuit. Bientôt. Je vous montre l'étiquette encore une fois parce qu'elle est magnifique. L'étiquette de Romain qui a fait plein d'étiquettes pour Les Grands Bois. Merci aussi à Spread Love Comics. Si jamais vous tripez sur des comics comme Mad, des trucs assez trash. Probablement que si vous nous écoutez, vous aimez les trucs un peu décollés, là, Spread Love Comics, c'est pour vous, puis vous pouvez commander tout ça en ligne. Allez surveiller ça sur Instagram, je pense. Oui, ils sont sur Insta, ouais. Puis c'est un bout qu'on a enregistré un épisode. Hein? C'est 100% québécois, là, aussi. Là. Il y a pas de cool. Totalement, ouais. Du moins, l'éditeur est québécois, là, c'est malade. Ouais, le gars est super cool. On a été voir NoFX ensemble à Trois-Rivières, puis on se souvient de tout. De ce que tu te rappelles. On n'a rien oublié de ce soir-là. On se souvient de tout. All right. Cette semaine, on parle d'un film qui a été suggéré par Simon. Qui s'appelle Dracula versus... Qui s'appelle, entre autres, Dracula versus Frankenstein parce qu'il y a 12 titres différents, je pense. Au départ, ce film-là devait s'appeler The Bloodseeker ou Blood Freak, puis il n'y avait pas de Dracula ni de Frankenstein dans l'idée de départ. C'est que Al Adamson, il a parti d'une compagnie de production avec Sam Sherman puis Dennis Kennis, je crois, son nom. Donc, il a commencé à faire des films qui ne pognaient pas vraiment, puis éventuellement, ils ont eu un hit avec Satan Sadist, qui est un de mes films préférés ever, d'ailleurs. Qui a fait bien triper Tarantino, apparemment. Oui, c'est ça. Le speech de Russ Tamblyn sur le top d'un char où est-ce qu'il parle contre la police, puis etc., ça a l'air que c'est un des speeches que Tarantino adore le plus de l'histoire du cinéma. Donc, à partir du moment où est-ce que Satan Sadist a pogné, ils se sont mis à ressortir tous leurs vieux films qu'ils avaient faits, mais sous d'autres noms, avec des scènes qu'ils ont ajoutées. Puis, Satan Sadist, qui est un film de biker, ils se sont dit, on va faire un autre film de biker, mais un peu horreur. Donc, c'était Bloodseeker, qui était la première version de Dracula contre Frankenstein. Ils l'ont montré à une couple de personnes qui étaient dans leur équipe de distribution. Puis ils avaient fait comme, non, c'est pas très bon ça, on peut pas rien faire avec. Puis, ils ont mis ça sur ses tablettes. Sam Sherman s'est dit... Sais-tu, il y a de quoi à faire avec ça. Je pense que c'est plus dit aussi, on a dépensé X nombre d'argent. Il faut faire de l'argent avec cet argent-là qu'on a investi. Fait que c'est dit, peut-être que ça pourrait être Blood of Satan, Freak, quelque chose comme ça, qui pourrait être une suite de Satan Sadist. Mais en fin de compte, il y a eu l'idée de rajouter Dracula et Frankenstein. Puis quand ça a été rendu public, le fait qu'il allait finalement y avoir un film qui allait mettre Dracula contre Frankenstein, eh bien, les rapaces sont sortis d'un peu de nulle part, comme Jess Franco et Paul Naschy se sont dit, nous autres aussi, on a un Dracula contre Frankenstein qui s'en vient. Fait qu'à peu près en même temps que Dracula contre Frankenstein d'Al Adamson, les deux autres sont sortis. Fait qu'éventuellement, c'est ça, c'est devenu Dracula contre Frankenstein. Et quand on regarde le film, bien, on dirait qu'il y a deux films qui ont été greffés ensemble. Ouais, c'est un genre de Frankenstein. C'est un cut and paste. Un peu comme les Godfrey Hall. Oui, exact. Fait que la gang de Russ Tamblyn, quoique là, je vais un petit peu trop vite dans l'histoire, mais comme exemple, la gang de Russ Tamblyn, la gang de bikers,
avait une place un peu plus importante dans la version Bloodseeker, mais rendu dans Dracula contre Frankenstein, ils sont là, mais on dirait que c'est juste pour dire qu'ils ont Ross Tamblyn comme acteur, ce qui était quand même connu, tu sais. Sa gang de bikers fait rien vraiment dans le film. Ross Tamblyn, qui était connu pour West Side Story, qui avait un peu disparu de la map, qui est revenu... Parce que c'est ça, là, on a juste droppé le nom Al Adamson rapidement, mais c'est comme le principal concerné aujourd'hui. Puis c'est la première fois qu'on parle d'Al Adamson, mais je pense qu'on va y revenir. Ah, c'est clair qu'on y revient. Souvent. C'est clair. C'est un genre de Ed Wood. Parle-nous un peu. En fait, Ed Wood, Al Adamson est comme le Ed Wood des années 70. Exact. Ed Wood, c'est plus années 50, mais on regarde Dracula contre Frankenstein. Mais à beaucoup d'égards, mais il semble, pour vrai. Puis, tu sais, là, on a le coffret devant nous. Je sais pas si les gens voient. Il y a le Séverin Film ont sorti un coffret Blu-ray de tous les films d'Al Adamson restaurés. Puis c'est fou ce qu'il y a là-dessus, parce que Al Adamson, il était dans tous les genres. Il a fait autant des westerns que des films de bikers. Il est allé selon les modes aussi de l'époque. Comme éventuellement, il y a eu une mode de film d'infirmière sexy, donc du nurse exploitation. Lui, il est allé là-dedans. Blaxploitation. Ouais, Black Samurai. Il a fait un film d'infirmière possédée qui a fait suite à The Exorcist. It's more bizarre, more terrifying than your most frightening fears. Nurse Sherry. Don't miss Nurse Sherry for an evening of pleasure and terror. Il a aussi fait un film avec des hôtesses de l'air, parce que dans les années 70, il y a eu comme une mode de film d'hôtesses de l'air, donc du hôtesse de l'air exploitation. C'est bon. Ah, c'est bon. Puis, ben, c'est ça, il était vraiment selon les modes de l'époque dans le circuit Grindhouse. C'est ça, c'est un genre d'Ed Wood. Il voulait faire du cinéma, il voulait amuser les foules, puis en même temps aussi, il voulait faire de l'argent, bien sûr. Je pense que c'est Ed Wood, mais il voulait plus faire de l'argent. Ed Wood, lui, c'est vraiment plus, il me semble, un passionné de cinéma. Il voulait faire des bons films. Lui, il checkait plus. C'est quoi qui pogne? OK, il voulait divertir. Il y a l'aura d'un vendeur. Puis il a surfé aussi sur un moment où les salles projetaient des double et des triple bills aussi. Fait que sa carrière s'est étendue jusqu'à l'arrivée du home vidéo, je pense. Ouais, puis après ça, avec le home vidéo, ils se sont mis à ressortir leurs films. Moi, d'ailleurs, la VHS de Dracula contre Frankenstein, je l'ai acheté, elle a été ressortie par Trauma. Oh. Puis je l'avais acheté le même jour que c'était une C10, puis je sais pas si ça vous tente d'entendre mon anecdote, mais je l'avais. J'étais à Québec à l'époque, maintenant j'habite à Montréal, puis on était allé à Montréal voir le Vans Warped Tour cette année-là parce qu'il y avait The Damned qui jouait, puis Circle Jerks, puis on voulait vraiment les voir. Fait que les deux bands, ils ont joué en après-midi, fait que les autres bands ne nous intéressaient pas. Fait que moi et mes amis, on a décidé d'aller en ville, on est allé à Boîte-Noire, fait que c'est là que j'ai acheté les deux VHS, c'était une C10 puis Dracula contre Frankenstein. On retourne dans l'autobus après le show de Ballard Legend. Fait que là, le gars qui s'occupe du voyage organisé de l'autobus, il demande, il dit hey, on a des écrans puis un lecteur VHS, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à proposer? Fait que là, je suis comme, je le propose. Puis il y a un kid qui se lève, oui, j'ai une cassette de skate. Fait que là, tout le monde est comme, yeah, tu skate. Fait que là, parce que c'est comme Vans Warped Tour, c'est un peu le public. La cassette dure juste 10-15 minutes. Fait que l'écoute deux fois. Fait que là, le gars, il dit, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Fait que y a-tu quelqu'un qui a d'autres choses? Fait que je suis comme, ben, j'ai Satan Sadist, un film de biker. Tout le monde est comme, OK, on n'a rien d'autre à écouter. Fait que je le mets dans le lecteur. Tous les kids, ils comprenaient rien de ce qui se passait. Il y a full de viols dans le Satan Sadist. Fait qu'après 15-20 minutes, tout le monde est endormi. Éventuellement, le gars, il a fermé le son. Puis après, je me suis dit, hey, peut-être qu'il va me demander pour un autre film qu'on aurait pu écouter Dracula contre Frankenstein, mais non, c'était assez pour lui. Je pense qu'Al Adamson, pour lui, ça marche pas. Avez-vous ça, vous autres, des anecdotes de faire jouer un film dans un bus en voyage scolaire? Je pense que j'ai déjà compté, je sais pas, ça fait longtemps. Moi aussi, je n'ai une, mais je me souviens plus si je n'ai parlé. C'était Basketball Diaries. Je ne pense à rien pendant que je me masturbe. Quelqu'un qui dit qu'il se masturbe après comme 10 fois, le prof l'a arrêté. Puis là, c'est 13 ans et plus, là. Puis là, on avait tous comme 12 ans, quasiment 13 ans, tout le monde ensemble. Peut-être je radonne. Mais c'est vrai que c'est trash comme film. C'était pas, ben oui, c'est super depressed. C'est 16 ans. Non, même c'est 16 ans et plus. Ah, pour vrai? C'était plus un 16 ans. En tout cas, lui, il disait que c'était 13 ans.
En tout cas, c'est la cassette, c'est fraise. Je sais pas, là, mais parce que j'ai écouté pour la première fois au complet, peut-être 2 ans. Puis, c'est vrai que c'est. Mais c'est lourd, là. C'est lourd pour quelqu'un. Pour un voyage scolaire, c'est lourd. Ça fit pas, là. Moi, le voyage scolaire à New York, le voyage de retour, j'avais fait jouer Zach et Miri font un porno dans le bus de Kevin. T'avais quel âge? Secondaire? Secondaire 5, 4, 5? Ouais, on a fait de même. Peut-être 5. Ça fit. Ouais. Ça fit, c'est juste, il y avait des profs, puis quand même, si vous avez vu Zach et Miri, il y a une scène où il y a une actrice porno qui dompe dans la face d'un comédien. C'est vraiment trash. Dans un voyage scolaire. Oui. Ouais, c'est très éducatif. On avait écouté ça, puis là, le prof était comme, ouais, là, comme tes films, Amelin, ça va être beau. Puis l'autre personne qui a suggéré un film, c'était L'Expérience. Mais voyons, parlant d'un autre film une espèce de huis clos où on prend des gens puis on fait vous allez être des prisonniers et vous des gardiens de prison. Et là, ça vire en hostie de catastrophe. En écoutant tout le coffret de Al Adamson, je l'ai écouté en 1 mois, 32 films, puis je me suis rendu compte que dis pas que Quentin Tarantino doit sa carrière à Al Adamson, mais dans la plupart de ses films, il fait des références à Al Adamson. Ouais, ben c'est ça me surprend pas. Ben en fait, même qu'il s'en cache pas, mais il dit qu'il vole un peu. Tu sais, il fait du nouveau avec du vieux, en fait. Ouais, mais c'est ça. Il prend des références, un peu comme Godard, mettons, faisait ça. Avec des références ou même des répliques telles quelles, des fois, des éléments d'histoire, mais tu sais, c'est ça. Il se fait critiquer pour ça, mais il s'en cache pas. C'est juste comme un hommage qui. Ça dépend des fois, tu dis, oui, Tarantino, c'est un génie pour avoir fait tel plan. Ouais, mais tel plan, c'est dans un autre film. Il faut faire attention avec ça. Là, mais... exemple, dans Il était une fois à Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que Brad Pitt s'en va sur le ranch où est-ce que la famille Manson habite. Il va comme voir un vieil ami. Puis ils disent qu'il y a un western qui était tourné à cette place-là, et c'est un western de Al Adamson. Oui, c'est Lash for Loss. Ce western-là, il est perdu, donc il n'est pas sur le coffret. Personne ne sait il est rendu où. Mais Al Adamson aurait tourné 2 fois sur le ranch où est-ce que la Manson habitait. Puis, il y a comme une légende qui fait que ça a l'air que Charles Manson, on est arrivé sur le tournage avec des filles qui peut-être étaient impliquées dans le meurtre de Sharon Tate. Puis, il avait voulu faire chier le monde sur le set. Puis, une des personnes sur le set, Bud Cardos, il l'aurait mis en dehors du set, ton camp. Mais il y a une autre version de ça, d'un autre gars qui était sur le set qui dit non, ça ne s'est pas passé de même. En fait, c'est que moi, j'avais engagé Charles Manson pour réparer notre dune buggy qui servait aussi à mettre une caméra dessus pour faire des scènes d'action. Puis, il n'a rien fait le lendemain. Fait que, tu sais, là, éventuellement, il y a eu comme une petite querelle entre les deux. Puis ça a l'air que ce gars-là a raconté ça à Quentin Tarantino. Donc, dans le film Once Upon a Time in Hollywood, c'est la version de tout ça de Tarantino. Al Adamson, il y a un problème avec ses contracteurs, hein, quand même. Léger, hein? Parce qu'il faut le dire, on va parler souvent d'un documentaire sur Al Adamson qui figure sur le coffret qu'on a écouté, qui est super intéressant. Vraiment. Un survol de sa carrière et de sa mort, parce qu'Al Adamson est décédé assassiné par son contracteur. Puis la fin, je sais pas pourquoi je ris, mais c'est un peu absurde. Ça fait longtemps. La fin du docu, ça devient un true crime. Il a disparu, il est où, il n'y a pas de traces. Ses bagages sont sur le lit. Il y a comme plein d'éléments vraiment, vraiment fucked up. Là, puis finalement, il le retrouve. Enterré, coulé sous du ciment dans sa propre maison. C'est vraiment, vraiment trash. Là. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans le documentaire, la manière que c'est amené, juste avant, il parle d'une obsession qu'Al Adamson avait commencé à avoir sur les extraterrestres. Puis il est en train de faire un film qui était comme pseudo-documentaire sur les extraterrestres. Ça a l'air qu'il avait découvert des affaires. Puis là, il meurt après. Puis qu'il avait vu même, c'est-tu la Homekeeper, que dans le fond, il était revenu transformé de quelque chose qu'il aurait vu constater des extraterrestres lui-même. So what happened in this meeting? I don't know if I'm at liberty to really say exactly what happened in the meeting, but I can tell you that he met a being, let's just call it a being, that was half alien, half human. And it had documentation and everything that it was not from Earth. It was very strange. And Al saw it and saw the documentation. And again, Al was the kind of person that if he didn't see it, he didn't believe it. And he saw it with his own eyes, spoke to this being,
and came back a believer. Tantôt, on disait que Al Adamson fait beaucoup penser à Ed Wood à bien des égards. Dans ses films, il va reprendre des acteurs du Universal Monsters. Puis dans Dracula versus Frankenstein, il va entre autres avoir Lon Chaney, je le dis bien? Ouais, Chaney, ouais. Qui jouait le Wolfman dans la série des Universal Le Junior, Monsters. parce que son père était acteur aussi muet, là, dans le cinéma muet. Parfait. Fait que c'est le Junior. Parfait, merci beaucoup. Puis John Carradine, le père de l'autre, qui va jouer Dracula dans les années 40, toujours dans le Universal Monsters. Comment il est mort, son fils, déjà? Ouais, en parler? Comment qu'il est... Il est mort... en se crossant. Fallait le mentionner. Je ne pense à rien pendant que je me masturbe. John Carradine était supposé de faire le Dracula dans Dracula contre Frankenstein. Ouais. Mais en fait, c'est que ça a l'air que peu longtemps avant, il avait joué dans un gros film. C'était un petit rôle, mais il avait joué dans un gros film. Puis là, à cause de ça, il pensait tout d'un coup qu'il était redevenu une grosse vedette parce que le film avait marché, mais pas à cause de lui. Fait que c'est dit, les productions d'Al Adamson, non, ça me paye pas assez. Fait que Adamson, il a fait, OK, cool, moi, je vais en trouver un autre Dracula. Fait qu'il a trouvé le Dracula qu'on voit dans... Le super Dracula. Dans Dracula contre Frankenstein, qui s'appelle Zandor Vorkov. Mais son vrai nom, c'est Roger Engel. C'est un disquaire, puis ça a l'air que quelqu'un, mon ami, est allé à son magasin de disques, puis il a dit ça tenterait de faire d'autres choses qu'être disquaire, tu sais. Puis là, ça serait cool, tu sais. Puis il avait déjà été acteur un peu, tu sais, comme ça, tu sais. Puis il l'a fait rencontrer Al Adamson, tu sais, sans savoir que Al Adamson allait y donner le rôle de Dracula. Fait que ça a donné ce Dracula. Quand je me suis mis à faire des recherches puis que je voyais que les acteurs, beaucoup d'acteurs étaient dans le Universal Monsters, j'étais comme OK, le MCU a rien inventé là, en termes d'univers étendu. Le Universal Monsters était là bien avant. C'est quelque chose comme 90 films sur une période de 30 ans, je pense. Là, c'est fou. Non, puis les versus, comme là, c'est Dracula versus Frankenstein, ça a dû être fait avant. C'est sûrement non, c'est pas mal la première fois, mais t'as eu Wolfman contre Frankenstein, t'as eu, tu sais... Mais tu sais, en même temps, c'est comme un réflexe aussi de jeu quand t'es jeune, tu sais. Qui gagnerait entre Batman et Superman? Ouais, peut-être, ouais. Fait que tu voudrais, comme instinctivement, on cherche à mixer des trucs qu'on aime. Qui c'est qui gagnerait? E-Man ou Hulk Hogan? Ben là... E-Man. E-Man, il y a plus de pouvoir. Ça dépend le Hulk Hogan de quel film. Le Hulk Hogan de Little Hercules, il fait pitié un peu. On part-tu du film? Oui. Ben, on pourrait. On part ça. Sortons les notes. La séquence d'ouverture avec les images de toutes sortes de couleurs, mais en monochrome. Moi, à date, j'aimais ça. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Puis il y a comme un intérieur de télécommande qui est filmé en gros plan aussi. Ouais, avec les circuits. Les circuits, les petits transistors, puis tout ça. Là, ça me rappelait ça. Pourquoi d'ailleurs? C'est quoi le lien avec le film? Ben, probablement le lien avec les machines, le laboratoire de le laboratoire. Là, mais on vend le téléphone. C'est des patentes scientifiques. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça me rappelle un peu le générique d'ouverture, surtout quand on voit les monstres et les genres de dessins, ça me fait un peu penser au générique de Sergio Leone. Là. C'est un peu de son époque. Là, moi, je trouve que ça avait son charme. Ça fait vraiment oui, début ça années marchait. 70. Puis un peu long, peut-être. Tu Ouais. disais, OK, ça part, ben, OK, c'est beau. Peut-être un 30 secondes de moins. Il n'y avait pas de quoi aussi à la Damson avec cet effet-là de couleur monochrome où il a repris du footage noir et blanc de je sais plus quel film. Puis il a inventé une technique de colorisation. Fait que là, quand il y avait des vampires, tout était rouge. Ouais, tu parles d'un film où il a acheté du footage d'un film qui existait déjà, puis il a retourné des scènes puis pour matcher les scènes ensemble, parce que le film qu'il a acheté, il était en noir et blanc. Fait qu'il a mis des scènes avec de la couleur. Tu sais, comme les scènes sont comme monochrome, genre bleu, rouge ou whatever. Là, tu sais. Bleu la nuit, vert quand c'est dehors. Ça a comme une rouge, signification dans le film, tu sais, pour... il était très inventif à Adamson. Ouais, je pense que sur le poster, il avait mis le nom de sa technique qu'il avait inventée, comme si on avait écrit en Technicolor ou en Dolby Atmos, des affaires de... Puis j'ai noté que la musique était intéressante. J'adore la musique dans les films d'Al Adamson. Pas toutes, comme la tune où ils sont sur le bord de la plage, elle n'est pas très bonne. Là. Let's take the time to know each other better. Be
time is now, and here we are together, walking hand in hand beneath the sun. Le film commence. Après la longue séquence d'ouverture avec les crédits, on est dans un cimetière, il y a un chien qui jappe intensément. Puis il y a un long travelling qui se termine sur Dracula qui est en train d'ouvrir le cercueil de... On devine le monstre de Frankenstein. Ouais. Puis il ressemble à Frank Zappa un peu. Dracula, ça. Ouais, Dracula, je pense. Puis, moi, pour vrai, il faut apporter une attention particulière au son du vent de ce scène-là. C'est exactement le même. C'est un bruit de vent qui est fait avec la bouche. Je suis sûr à 100%. Peux-tu en faire un? On va Je vais les essayer, comparer. parce qu'en même temps, j'ai noté, il y a même un... Tu sais, quand que le son devient un peu saturé, là, quand il y a du vent, là, il y a tout ça. Là. Je te dis. Vas-y donc. Je le dis. Le bout, ça sature maintenant? Tout... Je te dis, j'ai écouté ça, je suis comme fait... Hey, c'est sûr que c'est quelqu'un qui fait ça avec sa bouche. Là. Ça n'a pas rapport comment c'est exactement ça. C'est Là. un peu comme la revanche de Samson, t'as-tu vu ça? Il sort comme une espèce de push-push. Oui. Mais le son, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui... Ça sonne vraiment comme ça. C'est ça. C'est Quartz qui a fait les sound effects. Dracula mord quelqu'un dans un cimetière et laisse 2 belles petites traces rouges vives dans le cou. C'est là qu'il y a un beau zoom dessus. Là. Oui. Vraiment intense. On voit une femme qui se promène dans une fête foraine. On va comprendre plus tard que c'est la sœur d'un des personnages principaux, Judith. Je vais dire Judith Fontaine. Je vais dire Judith Fontaine. Ouais. Ça, c'est sa sœur, Joanie Fontaine. Je vais le dire en bon keb. Là. Judith, Sophie, des histoires. Oui. Histoire de filles. Puis il y a... je veux pas massacrer son nom. Je vais dire Groton. Groton. Groton qui débarque avec une hache pis dessus. Mais tu sais, on a... Mais on ne sait pas à ce moment-là que c'est lui. On sait, le voit pas. ni elle d'ailleurs. Non, Il n'y a aucun indice sur ces 2 personnages-là. C'est un homme qui tue une femme. Fait que le kill count, au début du film, est accéléré. Il y a le gars qui se fait mordre dans le cou, dans le cimetière, puis elle qui se fait tuer à la hache. La tête coupée, là, carrément. Ouais. Moi, j'ai noté, le cri était vraiment wow. Puis le zoom sur la tête coupée. En fait, dans le même 5 secondes, t'as un zoom sur une tête de mannequin coupée, puis après ça, oups, c'est la vraie tête de la fille. Là. Ouais. Comme... Tout ça dans comme malade, les 5-6 premières minutes. Ouais, ça devrait dire couper une tête d'une shot avec une hache bien ordinaire. Là. Ben là, pour avoir tombé sur des snuff movies, là, ça prend plus qu'un coup d'habitude. Là. Mais regarde. Mais il est fort, Groton. C'est vrai. C'est vrai qu'il est en même temps, fort. on le voit donner des coups de hache plus tars sur la plage, puis c'est mou, là. C'est mou quand il se bat, là. C'est un peu comme... Ouais, mais il était sous aussi. Oui, exact. Très sous. Il fait de belles ouvrages, puis il traite pas cochon. C'est suivi d'un numéro musical qui met en vedette, un long numéro musical qui met en vedette la femme d'Adamson. Je sais pas si tu as remarqué, en fait, c'est qu'elle était à la base une danseuse à Las Vegas. Donc, cette scène-là se passe à Las Vegas. Mais il n'y a personne dans le public. Ouais, à un moment donné, il y a 4 personnes filmées, dont Al Adamson qui est dans la foule, qui l'applaudit. Mais le plan large, c'est ça, il n'y a personne. C'est des tables vides. Puis sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de pratiquer au début? Ouais, peut-être. Puis là, éventuellement, tu entends la foule, puis tu vois un petit peu de foule. Tu dis, OK, non, c'est son spectacle, mais il n'y a personne dans son spectacle. Il aurait pu cadrer un petit peu plus serré. Exactement. Réglé, mais oui. Toute sa gang qu'il avait pour son tournage, c'est comme une grande famille. Puis si des fois, il était technicien, des fois, il pouvait être acteur aussi, etc. Puis il collabore tout le temps avec les mêmes personnes. C'est comme exemple... Il fourre tout le temps les mêmes personnes. Mais exemple, le directeur de la photographie, Gary Graver, il a travaillé autant avec Al Adamson que Steven Spielberg, que Orson Welles. Même, il a réalisé des scènes dans les films de Orson Welles qui n'est pas crédité. Puis, il a travaillé aussi avec Ed Wood. Fait que lui, il a travaillé avec tout le monde. Puis, le gars, il a fait une centaine de films, beaucoup de la porn. Mais
en même temps qu'il faisait de la porn, qui réalisait de la porn, il travaillait avec Orson Welles, puis Orson Welles en colissait. Lui, il était juste content d'avoir un bon directeur photo. Il y a 2 autres directeurs photo aussi qui ont travaillé avec lui, 2 Hongrois, qui avaient filmé des images d'invasion soviétique avant de se sauver aux États-Unis, vendre ces images-là à CBS, je pense. Il y en a un qui est devenu le directeur photo de Ghostbusters puis Easy Rider. L'autre qui est devenu directeur photo de Close Encounters puis qui a gagné l'Oscar pour ça. C'est bol. Mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui ont peut-être pas nécessairement utilisé Al Adamson comme tremplin pour aller plus loin, mais ils ont comme pris de l'expérience avec lui. C'est un peu comme une école, ouais. C'est quasiment... C'est un peu comme Lloyd Kaufman, avec Trauma. Tu as beaucoup de monde qui vont faire un petit bout avec lui, puis après ça, genre James Gunn. James Gunn, ça lui, je pensais aussi. Ouais, mais Al Adamson, il permettait des erreurs, mettons. Il n'allait pas congédier quelqu'un, il n'était pas payé anyway, mais j'ai oublié de mettre de la bobine dans la caméra. C'est pas grave, on va recommencer. C'est comme la place. On n'a pas gaspillé de pellicule pour ça. C'est ça qu'ils disent. C'est excellent. Gary opened the camera. There was no film in the camera. And he said, in any other movie, you would have been fired for that. And he had to tell Al, I don't know what to tell you, but there was no film in the camera. There wasn't? Oh, thank God. We would have wasted all that film. Al allowed people to come and make mistakes on his movie. We represented something he needed, youth, energy, and he was providing something we all needed a lot. Opportunity. Fait que Judith Fontaine, la femme de Al Adamson, retourne dans sa loge, perçoit un genre de télégramme ou une lettre. C'est des policiers qui disent le bureau des kidnappings ou le bureau des disparitions qui dit on n'a pas retrouvé votre sœur. C'est signé par le sergent Martin. Puis c'est ça coupe après ça au sergent, elle qui va rencontrer le sergent Martin. On s'imagine que c'est c'est lui qui l'a contacté pour y expliquer où est-ce qu'il est rendu dans l'enquête. Mais en fin de compte, il va juste lui dire pas faire grand-chose pour toi. Les hippies sont comme ça. Des fois, ils veulent même se faire kidnapper si c'est le cas. Ils recherchent ça. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, mais pourquoi tu l'as fait venir? T'aurais pas pu juste l'appeler pour lui dire, bon, l'enquête piétine, je sais pas. Yeah, it's a dark world, Miss Fontaine. Le gars qui fait le policier, il a joué dans plusieurs films d'Al Adamson, mais éventuellement, il était connu parce qu'il a joué dans la série Dallas. C'est lui qui faisait Jock Ewing, le père de la famille Ewing, mais qui meurt dans les 2 premières, je pense à quelque part dans la 2e saison, parce qu'il meurt dans la vraie vie. Là. Oh. Spoiler alert. Mais ouais, c'est quelqu'un qui allait se plonger dans la série Dallas. C'est pas lui qui est mort et que c'est un rêve. Là, une saison non, ça, c'était un de ses fils qui était joué par Patrick Duffy. En tout cas, pas JR, mais l'autre. Là. Mais ça, c'est à cause que c'est le monde qui avait mal réagi. Oui, c'est ça, parce qu'il est mort, puis là, la série a continué. Puis là, éventuellement, la saison d'après, ça finit que sa femme elle se lève, puis elle va prendre sa douche. Puis elle se rend compte que son mari n'est pas mort. Ouais. Il avait mis ça dans Family Guy. Dans les Simpsons aussi, c'est Smithers qui se réveille, puis il va prendre sa douche. Puis là, en fin de compte, c'est M. Burns qui est dans la douche. Mais là, toutes ces connaissances-là de Dallas, ça vient d'où? Quand j'étais jeune, j'étais un méga fan de Dallas. Okay, fait que, ça vient de là. Dallas. Ça a pogné, ça joue longtemps aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à l'écouter parce que, bon, je fais 40 ans, donc je suis né en 73. L'année d'après, Dracula contre Frankenstein. Non, mais je suis né en 73. Ça fait plusieurs fois que tu le dis aujourd'hui que t'es fin quarantaine, puis je te l'aurais pas donné. Je pense que c'est vraiment une histoire de passion, le fait de te voir faire des soirées Total Crap. On te donnerait pas presque 50 ans. Je sais pas si c'est ça, mais il y a un réalisateur québécois connu, Robert Morin, lui, m'a déjà dit, parce qu'à un moment donné, j'avais demandé quel âge qu'il avait, puis il m'a dit l'âge qu'il avait à ce moment-là. Je suis comme, what the fuck, tu sais, t'as pas cet âge-là. Il avait genre peut-être 60, fin cinquantaine. Il me dit, ce qui me préserve, c'est l'alcool puis les vues. Genre les vues, les films. Oui. C'est bon. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Vu que dit les vues, ça trahit son âge. Ça trahit, oui, c'est ça. Mais pour vrai, ça me fuck que tu me dises que t'as fin 40. T'es né en 73 parce que ma mère est née en 71. Je t'aurais vraiment pas donné l'âge de mon père. Ah, c'est bon, c'est drôle. Mais tu sais, si mettons dans Dallas, ils ont fait revenir un personnage à la vie parce que le monde a chialé, peut-être que si on continue à chialer,
pour Stranger Things, pour faire revenir... Oui, là, on va te spoiler, là, on va spoiler. J'ai pas vu la 4e saison. Tu l'as dit juste à temps. Ouais, juste à temps. Mais vous le savez, c'est qui, là? Il y a un couple qui rentre au c'est pas le parc d'attractions, mais j'ai appelé ça la maison des horreurs, là, le centre d'exposition du Dr. Dre. Ouais, Dr. Dre. Dr. Dre. Yeah. Il y a un couple qui rentre à la maison des horreurs, puis il y a Grasbo, une personne de petite taille, qui va prendre leur argent et la manger. J'ai pas compris la blague. Ben, pour moi, je l'ai vu comme, puis là, OK, c'est peut-être moi qui interprète un peu trop. Al Adamson puis Sam Sherman, sa compagnie de production, pour moi, c'est des carnies. Là, ils sont dans un parc d'attractions, puis ça va voir un genre de sideshow. Donc, normalement, c'est opéré par les carnies. Le nain, pour moi, représente le réalisateur puis le producteur qui vient chercher l'argent du spectateur. Puis, on a affiché Dracula contre Frankenstein. Puis, tant que vous payez pour voir Dracula contre Frankenstein, la minute que vous avez mis le pied dans la porte du cinéma, on vous a pogné votre argent. Ce qu'on vous sert, ben, c'est ça. C'est intéressant, ça. Ce qu'on vous sert, je veux dire, c'est de la merde, mais on s'en fout que ça soit de la merde parce que vous avez payé pour rentrer. Nous, on a fait de l'argent, on est content. Vous pouvez pas être remboursé. C'est la même affaire que le nain qui pogne la pièce du monde. Puis ils vont voir le sideshow, même s'ils sont déçus, parce que la plupart du temps, tu es déçu quand tu vas voir ce genre de sideshow-là. On s'en fout, vous avez payé. J'adore ça. Nous, on l'a vu de même. Je sais pas si c'était ça l'intention. Je peux te faire un Joël plus ou moins pertinent, mais quand même, je trouvais ça drôle. La scène où est-ce que la fille, Judith, quand elle reçoit le télégramme après son show, il y a comme une musique de quiz. Oui, parce que je n'ai parlé pendant que vous étiez aux toilettes. J'ai oublié de revenir avec ça. Mais oui, elle reçoit ça, puis il y a la musique de quiz de l'époque. Ouais, Price is Right, je sais pas trop, ça fit pas avec la scène. Joni Fontaine still reported as missing. La petite personne est jouée par Angelo Risito, qui était quand même un acteur connu pour son type de rôle, parce qu'il avait joué dans Freaks dans les années 30, puis il avait même joué dans Mad Max Beyond Thunderdome. C'est ça. Je me suis noté, gars, il est en rouge. C'est dans quel film? Puis là, je suis pas revenu. Ben oui. Il jouait de je Master, je pense. Son nom, ouais. Ça semble que c'était ça sur IMDb, de Master. Ouais. Merci. Il a une grosse carrière, mais tu sais, je pense qu'il n'a pas été très profitable parce que quand Al Adamson puis son producteur est allé chercher, ça a l'air qu'il vendait des journaux sur le Hollywood Boulevard, ça fait que ça allait pas très bien. Là, puis il y a des problèmes de santé suite à... Il mangeait de l'argent, puis c'est pas bon pour la santé. Peut-être ça aussi. Il est mort. En même temps, on dit qu'il chiait de l'argent aussi. Ouais. C'est ça, il a mangé. Non, mais il dépensait. Ouais, ça, il était pauvre parce qu'il aussi. mangeait tout l'argent pour lui de dépenser. Ouais. Le couple qui rentre dans la maison des horreurs va revenir plus tard. La femme s'appelle Samantha, le gars, je ne sais pas. Je ne sais même pas si son nom est prononcé. Samantha, prononcé souvent, mais pas tant le gars. Le petit couple va tomber sur Groton et le Dr. Dre. Puis il y a des corps partout, puis le couple trouve ça bien réel. C'est le Chill Ride, c'est ça le nom de la patente? Là? Je pense de maison hantée de parc d'attraction. C'est le classique, il y a une lumière qui allume sur une scène qui est vraiment comme ordinaire, ça s'éteint, une autre scène. Sauf que là, dans ce ride-là, ça a l'air d'être du vrai monde qui font le truc. Là, c'est ça. Les vrais corps que Groton a été assassiné, comme au début du film. Comme une guillotine qui est là. Puis coupe une tête. Exactement. Ils vont ressortir de ça vivants, étonnamment. On serait attendu à ce qu'ils meurent instantanément. Mais le docteur, c'est comme la première fois qu'on le voit. Puis là, il parle. Là, il explique tellement trop d'affaires pour juste comme deux personnes qui font une ride. Là. C'est un peu comme le gars qui ultimement révèle son plan à du monde un peu random. T'sais. Fait que je trouve que ça gâchait un peu la ride de manège pour ces gens-là. Tout son plan, ça m'a pris, parce que je l'ai vu souvent le film, ça m'a pris 4-5 écoutes avant de comprendre comme il faut qu'est-ce qu'il voulait exactement. Explique-nous le don. OK. Parce que nous, ça fait une fois, puis moi, personnellement, je ne l'ai pas full compris. Moi, j'ai une théorie, mais je suis pas sûr que c'est ça. Là. On te suit. Dr. Dre, qui est en fait Dr. Frankenstein, lui, dans le fond, il a été banni du cercle des scientifiques à cause des expériences qu'il faisait.
Puis une des personnes qui aurait parlé contre lui, c'est le Dr. Beaumont qu'on va voir éventuellement, qui est joué par Forrest J. Ackerman. Tant qu'à moi, c'est une scène juste pour mettre Forrest J. Ackerman dans le film, mais tout ça pour dire que Dr. Beaumont a parlé contre lui. Dr. Beaumont aurait peut-être des parties de Frankenstein qu'il avait gardées à l'époque. Au début, Dracula, il va chercher les parties de Frankenstein. C'est ça, c'est que les expériences que ce docteur-là fait, Dr. Dre, Dr. Frankenstein fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un voit une autre personne se faire tuer, son sang change. Puis ça fait en sorte que ce sang-là a des propriétés spéciales qui font en sorte que ça peut donner des pouvoirs encore plus surhumains à Dracula, ou ça peut aussi guérir Groton, parce qu'il essaie comme de le guérir dans le film en l'injectant des sérums, mais il n'a pas encore perfectionné son sérum pour pouvoir guérir Groton comme il faut. Fait que donc, c'est ça, quand Groton va tuer du monde, il ramène, puis il pogne le sang des personnes, ou éventuellement, dans le film, il y a une fille qui va voir les bikers se faire tuer. Groton va la ramener. Elle n'a pas été tuée par Groton. Il va la ramener, puis là, le Dr. Dubray, il est comme super content parce que ça va être le sang qui va être le meilleur qui va, pour son expérience qu'il veut faire avec ce type de sang-là d'une personne qui a vu une autre personne mourir. Regarde, c'est la théorie dans le film. Là. Je te dis pas que scientifiquement parlant, ça se vaut. Là. We are scientists. Il y a une super longue scène dans le laboratoire de Groton puis le Dr. Dre. Groton qui tient un petit bébé chien. Ça, c'est cute. C'est cute. André, j'aime ces bébés chiens. Mais sinon, t'aimes encore ça, les bébés chiens? Oui, certain. Ouais? Le sommeil, va-tu bien? Oui, ça va. Ouais, c'est passé, ce bout-là? Oui, merci. Parce qu'Anthony a un petit bébé chien. OK. Oui, j'ai une jeune corgi. People, let me tell you about my best friend. He's a warm-hearted person who loved me till the end. C'est ça, c'est une super longue scène, un peu plate. Comme il y en a beaucoup dans le film, honnêtement. Là. Ouais. Pour moi, l'intérêt de ce film-là venait beaucoup du documentaire sur son créateur et du troisième acte du film. Mais j'ai hâte qu'on y arrive. Cette scène-là, elle a pris une coche après que j'ai écouté le documentaire parce qu'il y a des détails que j'avais pas remarqués. Tu sais, il y a comme un son, on dirait un son d'éprouvette qui shake tout le long. Mais là, selon le monde dans le documentaire, ils disent que c'est les dents qui étaient slack, le dentier de l'acteur. À chaque fois qu'il parlait, ça faisait ça. C'est tout le long de la scène, t'entends ça. He had loose dentures that were clicking every time he talked. She has survived cavitation and is manufacturing the right type of vital fluid for us. Puis tu vois, il y a comme un œil de vitre. Puis il lit ses cue cards, puis il y a juste un œil qui bouge. He'd look off camera at his cue cards and he'd read his lines and then look back at the actor. The circulatory system must experience a traumatic shock. One that is inconceivable to the human mind. We didn't know he had one eye and one glass eye. So when you look at the movie, you see one eye going across reading the cue cards and the other eye just kind of hanging there. She could walk away from us now as though nothing had happened on that fateful night. Le docteur va injecter quelque chose à Groton qui après va sortir du laboratoire et là Dracula va débarquer avec sa voix en écho. Is it not Dr. Dre? Or should I say Frankenstein? C'est là que le docteur comprend que Dracula est un vampire parce qu'il pointe un miroir puis on voit pas son reflet, mais comme le miroir il est clairement d'un angle où il n'y en aurait pas de reflet. Il beam vers le plafond. Puis il y a sa bague de pouvoir aussi qui revient très souvent dans le film. Je sais pas comment elle a coûté à faire, mais ils l'ont vraiment fait faire pour ce film-là. Puis même que le gars qui a fait la bague c'est écrit dans les crédits. Puis ça a l'air, c'est un artiste quand même assez connu, mais que genre c'est le cousin de je sais pas qui que Sam Sherman connaissait. Fait que il a pu l'avoir moins cher, mais j'imagine que ça a coûté cher parce qu'elle revient souvent. Oui, puis c'était comme en plus, là, c'est que là, il y a comme le reveal que Dr. Dre, c'est Dr. Frankenstein. C'est Dracula qui le dit. Puis il dit tu vas travailler pour moi. Le Dr. Dre il dit ben non, il n'y en a pas question. Puis là, il fait la passe de la bague, puis il montre le laser comme si c'était la chose la plus effrayante du monde. Fait que Dr. Dre dit ok, je vais t'écouter. Mais en fin de compte, tu vois comme du feu, mais c'est comme si c'était un vieux t-shirt qui brûle. Ouais, c'est ça. C'est un anneau de pouvoir. J'espère qu'il va y avoir une scène comme ça dans Rings of Power. Oui, c'est vraiment comme le freeze frame. Tu vois le grain arrêté. Là. Ouais. On tombe là, un
un petit couple horny sur la plage. Ils vont clairement mourir. Là. T'es vois apparaître, t'es comme, c'est qui eux? Ils sont horny, c'est sûr qu'ils meurent. C'est ça, un couple horny dans un film d'horreur, ça... Même ça en meurt. 72, là, le code était là, on dirait. Je sais pas c'est quoi le premier film qui a avoir fait ça, là, comme un jeune couple horny, puis j'ai entendu quelque chose. Je sais pas c'est quoi le premier film à avoir fait ça. C'est Groton qui va les tuer, c'est ça? Oui. Et ils sont très bons, les acteurs, hein, ce petit couple-là. Je sais pas si vous avez le remarqué. gars est doublé. Ouais, il est comme redoublé, puis ça fit pas tant. Oh, I love to have you in my arms like this. I like to think of you as belonging to me. Oh, come on, will ya? The second time you've done that tonight. I hear it again. Like a huge dog prowling the beach. Well, he's probably looking for his mate. And I found mine. Judith continue d'enquêter pour retrouver sa sœur Joanie. Elle parle avec un bum avec une grosse cicatrice. Le barman, une cicatrice, là. C'est vraiment pour montrer qu'il était peurant. Oui, c'est un bum. Puis dans le front, là, gros de même, là, parce que s'il y avait une cicatrice sur la joue, ça aurait été romantique, comme Albator. Oui. C'est romantique, mais dans le front, comme ça, non, lui, il est méchant. Mais c'était tellement grossier comme cicatrice que je pensais que c'était une fête d'Halloween. Pour vrai, là. C'est vrai, oui. Fête d'Halloween. Là, je suis comme, ben non. C'est le barman qui a ça. Puis là, ce gars-là va aller parler au gars de West Side Story, Rico. Ouais. Puis ils vont essayer de droguer Judith. Puis là, elle tombe dans une espèce de passe un peu psychédélique. La musique à l'envers, ça m'a fait rire. Je trouvais c'était drôle, mais tu sais, c'était pas... Je trouvais que c'était une espèce d'effet... C'était réussi. C'était réussi, ouais. C'était réussi. Ça avait son charme. Oui, ça marchait. Il y a comme un orage, là, tout de suite après, là. Ouais. J'ai trouvé ça... J'ai écrit « L'orage est wow ». Ouais. Il y a une espèce de plan d'ensemble où on dirait juste comme une espèce de toile avec une flashlight qui éclaire rouge en arrière. C'est là qu'il y a une comète. Non, c'est un petit peu plus loin la comète, je pense. Judith, éventuellement, se réveille dans le lit du gars qui va continuer à l'aider sur l'enquête, qui va l'amener jusqu'à la fin. Là, fait que cette scène-là, je ne vois pas grand-chose à dire, là, à part qu'il tombe peut-être en amour. Mais moi, j'ai remarqué que quand on les voit sur la plage à côté, après, qui est à côté de où il habite, mon chat, ça l'a vraiment fait triper parce que il y avait des oiseaux, puis mon chat, il essayait de rentrer dans le télé pour aller rejoindre les oiseaux. Mon chat, il aime bien les oiseaux parce que j'habite... à un endroit où il y a vraiment beaucoup... en fait, en haut d'un commerce de la Plaza Saint-Hubert, fait qu'il y a beaucoup de pigeons à cet endroit-là. Il passe sa journée à checker les pigeons. Fait que là, vu qu'il en a vu dans la télé, il voulait y aller à la c'est ça, il y a comme il y a un gros plan qui suit une mouette. Là, une mouette qui a l'air juste dégueulasse. Très maladroit. Là, ben trop serré puis pris de loin. Fait que la belle musique aussi. Hein? C'est le moment quétaine, si on peut dire, du film. Oh, yes, the time is now and you are here, and here with you is where I wanna be. Juste avant cette scène-là de l'oiseau, je vais faire un Joël. Faire un Joël, ça veut dire revenir un peu en arrière dans l'histoire quand on a oublié un truc. Il y a plein de trucs qu'on a skippés, mais c'est pas important. Là, on a hâte d'arriver aux scènes le fun de ce film-là. Mais il y a quand même la scène où Rico, le personnage de Ross Tamblyn, débarque et va essayer d'intimider Samantha puis son chum dont le nom nous échappe complètement. Ouais. Puis l'acting de Ross Tamblyn à ce moment-là, t'es comme... Ce gars-là, il fait pas peur. Il fait zéro peur. Dans le film Satan Sadis, il fait comme un genre de gourou un peu psychédélique, un peu à la Charles Manson. Fait que dans Satan Sadis, oui, il fait peur, mais là, il n'y a plus les mêmes lunettes ni le chapeau qu'il y a dans Satan Sadis. Puis il y a comme un pinch. Puis il n'a pas l'air à l'aise. Non, c'est même ça. Pas un acteur. Pour lui, il y a un vrai acteur avec d'expérience, mais là-dedans, on dirait qu'il n'est pas à sa place. Puis comme je disais, on ne sait pas trop c'est quoi le but des bikers. Puis là, en fin de compte, les bikers, c'est ça, comme tu dis, ils vont essayer de les intimider.
Puis les policiers vont arriver. Puis, je sais pas si vous avez remarqué que dans le char de police, il y a Sergeant Martin. Il y a l'autre gars qui a un casque de mort. On dirait qu'il revenait de son chiffre de cascadeur sur un autre tournage, un petit casque. Oh, shit! Frankenstein et Dracula tentent de ramener le monstre à la vie. Puis là, ils sont dans le laboratoire, puis il y a plein de petites lumières qui flashent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ces accessoires-là qui viennent du film de Frankenstein de 1931. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Puis je pense que c'est dit dans le docu ou je sais plus. Mais pourquoi ils sont pas en noir et blanc? Pas fou! Ils ont emprunté beaucoup de patentes de laboratoire à un gars que lui, il fournissait beaucoup de monde à Hollywood. Puis, se sont aperçus, rendus sur le tournage, que ça ne marchait pas à moitié. Fait que quand ils les insèrent des machines, mais ils sont allés chez eux pour que lui opère les machines, parce qu'il n'avait aucune idée comment faire des éclairs ou des étincelles aux machines. Ah, c'est bon. Moi, j'ai noté que les props, c'était cool. T'sais. Les éclairs, là, comme les grands V, puis ça se promène, c'était cool, ça. Ça marchait. Là, le monstre se réveille, puis comme il est couché, fait qu'on voit pas bien ses yeux, mais il y a une fraction de seconde où on y voit les yeux. Puis hostie qu'il a l'air Dumbo. Quand il se rouvre les yeux. Puis il regarde partout, là, puis avec sa face de papier mâché, on dirait. C'est là sa face. Il y a quelque chose d'un peu, tu sais, le Fantastic Four des années 90, je pense. Ouais. Ouais. Rico puis ses bums vont s'en prendre à Samantha. Puis là, on pense qu'il va y avoir une scène de viol. Puis il y a des close-ups sur des faces de ces goons là, qui ne servent absolument à rien dans le film. Mais Groton débarque, tue tout le monde à hache, sauf Samantha qui va... Ben, c'est pas clair s'il la tue ou comme il l'assomme. Il est à terre, en tout cas. Là. Il la ramène au labo. Puis Mike entend quelque chose, puis il dit « Je vais aller voir, I'll be back ». Fait que là, t'es sûr qu'il va mourir. Et là, il y a une leçon de jeu ici, parce que le personnage de Judith va dire « Oh, Mike, no! » Puis c'est du grand acting. Ouais, il trouve le loquet, le collier. Le collier, ouais. Le collier de Samantha, fait qu'il comprend qu'il s'est passé de quoi. What is it? Samantha's locket. Oh, Mike, no! Mike et Judith vont descendre dans le labo, vont retrouver Joanie qui tient debout dans une espèce de cercueil ouvert. Le docteur veut expérimenter sur eux, fait que tout était prévu, il voulait les attirer là. Groton débarque, Grasbo, la personne de petite taille qu'on a vu plus tôt, débarque aussi. Là, ça sent drôle. Il essaie de s'en prendre. Les deux essaient de s'en prendre à Mike. Grasbo tombe dans une trappe. Ouais, c'est bizarre. Il y a une trappe. Le plancher ouvre. On l'a vu plus tôt, la trappe. C'est là que Groton descendait pour aller faire il ramène le monde par là, dans le fond. Lui, c'est ça. Grasbo tombe. Sa hache tombe avant lui. Fait qu'il tombe la face sur sa hache. Ouais. Mais en tombant aussi, elle grippe la cage du chien. Fait que le chien tombe aussi. Le chien de Groton. Je pensais que ça allait donner de quoi, ça, le fait que le chien... Ça donne rien. Non. C'est un setup pour une suite, le chien mutant. Mais peut-être que dans la première version du film, il y avait de quoi avec ça, parce que me semble que je me souviens dans les commentaires de Sam Sherman que sur le Blu-ray que il dit que, dans le fond, Groton, c'est un peu comme genre Lenny dans Des souris des hommes. Puis que, tu sais, il y avait une histoire avec son chien, puis c'était un peu émouvant, mais ils ont enlevé ça complètement. Là, c'est un peu vers là, je pensais que ça s'en allait. Là. Genre, le chien tombe, mais là, Groton, il lâche tout ce qu'il est en train de faire pour aller voir son chien, mais c'est mal écrit, donc... Mais c'est mal écrit ou coupé. Ouais. Puis c'est là aussi qu'on voit Samantha sur la table où est-ce qu'ils vont prendre son sang, qui est le bon sang pour faire les expériences, pour donner des pouvoirs à Dracula et trouver le remède pour Groton, pour le guérir de peu importe qu'est-ce qu'il y a. Là. C'est pas clair comme film. C'est vrai qu'on sait pas. Parce que regarde, là, on est dans le dernier droit du film, puis il n'y a pas encore de combat Dracula-Frankenstein. Ça s'en vient. Oui, je sais, mais ça fait longtemps là, que... Mais là, on sait que Dr. Drew, c'est Dr. Frankenstein. Oui, on le sait. Ouais, mais c'est dit plus tôt. Je pense que Dracula lui dit la première fois qu'il se rencontre. Mais c'est un successeur. C'est comme c'est le dernier de la famille Frankenstein, ça se peut-tu? Ouais. Ça dit-tu de quoi? Ouais, c'est ça. En fait, c'est que
Il dit Dr. Dre, puis il dit quelque chose comme moi, mais Frankenstein aussi. Puis là, c'est là qu'il explique. Dans la première fois qu'ils se rencontrent les deux. Là, pas vrai. Là, il est pas content, puis il va comme leur courir après. Oui. Avec un. Tu sais, en chaise roulante, il a Avec un son gun, gun. mais il est en chaise roulante, il est pas intimidant. Là. C'est juste Il lent. c'est hot, puis il rate toutes ses shots. en Ouais, plus. c'est ça. Ouais. Il est Il juste le rate, puis là, il recule par accident sur une guillotine, puis il se fait couper. Ouais, c'est que c'est bon, là. Après ça, Groton court sur le toit. Je pense qu'il court après Judith, ça se peut-tu? Ouais, ça a remarqué, c'est pas tout le temps Lon Chaney qui fait le Non, j'ai pas Groton. remarqué. Ouais, c'est ça, quand on le voit, mettons, en contre-plongée, puis il court sur le toit, ben, c'est pas Lon Chaney, c'est une autre personne avec l'habit de... Ouais. Je sais qu'il y a une couple de personnes dans l'entourage d'Al Adamson, dont lui, peut-être, qui sont crédités comme cascadeurs. Fait que je sais pas s'il faisait du stand-in ou juste courir, faire des trucs un peu plus dangereux. Ouais, peut-être que Lon Chaney, c'était dur pour lui même courir vu qu'il était sous. Ah, peut-être, ouais. Peut-être qu'on c'est triste quand même. C'est son dernier film, hein? C'est ça qui sur IMDb, il est crédité pour un autre film après, mais dans tout ce qu'on entend, les entrevues, ils disent que c'est son dernier film. Comme le Dr. Dre aussi, J.K. Rowling, c'est son dernier film aussi. Fait que je pense que les deux étaient vraiment plus en forme. Lon Chaney Jr., il est mort comme l'année d'après, je pense. Vraiment, L'enquêteur qu'on voit plus tôt dans le film, qu'on se demande à quoi il servait, il va tirer sur Groton. Fait qu'il sert pas à rien, finalement. Puis il y a un mannequin de Groton qui tombe du toit. Le catin qui tombe. J'ai dit merci. Ouais. Troisième meilleure scène du film. Ouais. Tout en même temps. Pif, paf. Dans le même 5 minutes. Dracula attrape Judith. Ça n'arrête plus. Il y a de la superposition. Cool. Exact. Là, il l'hypnotise. Puis là, tu as de l'opacité réduite. Puis là, tout ça, là, c'est très old school. J'adore ça. Là. Exact. Ouais. Il va l'amener sur le toit et l'attacher. Mike va essayer d'aller la sauver. Il va sortir un flare pour faire reculer le monstre de Frankenstein. Qui lui va reculer sur Dracula, puis ils vont commencer à se pogner ensemble. Parce qu'il est comme aveugle et comme aveuglé. Fait que je suis comme nice, le fight va partir, mais pas tant. Puis c'est là que Dracula, il a son dentier d'Halloween. Là, non, c'est à la chapelle un peu plus loin, je pense, le dentier. Ouais, parce que la scène de la chapelle, je ne vais pas trop aller en avant, mais le maquillage de Dracula... Il a changé. Oui, c'est ça. Ça a vraiment été tourné plus tard. C'est la dernière scène qu'ils ont tournée. Il est rendu complètement blanc. Ouais, vraiment, là, c'est ça. C'est pas nuancé. Là. C'est un maquillage d'Halloween. Il a fait ça de même, là, puis il s'est mis du noir autour des yeux. Puis... Ouais. On y arrive vite, mais juste avant, il y a Dracula qui lance un pouvoir de feu vers Mike qui brûle. Quatrième meilleure scène du film. Ouais, c'est un des bons plans. Il y a un combat très mou qui commence entre Dracula et Frankenstein. Enfin. Le monstre va enlever la bague dégueu de Dracula. Ils sortent, la musique coupe bien raide quand on revient à Judith à l'intérieur. Ça, c'est très particulier. Puis le combat, il est mou. C'est ça le titre du film. Là. Dracula vs Frankenstein. Puis c'est juste, ils se battent. Puis Dracula, il arrache les bras. Puis j'aime ça, par contre, quand il arrache les bras. C'est ça. OK, au moins, il y a ça. Là, mais tu sais, encore une fois, t'as donné ton argent pour le film. Ouais. T'as Dracula contre Frankenstein. Tu peux pas t'assiner, tu peux pas y poursuivre pour avoir ton 2$ que t'as payé à l'époque. Là, tu l'as. On dirait que c'est forcé. Ah oui, c'est vrai, le titre du film, c'est ça. Faudrait mettre une scène. On dirait que ça a été ajouté dans la minute. Là, Dracula essaie de se rendre à la chapelle, mais là, le jour se lève. Le soleil le rend faible. Il y a un son de coq. Oui. Il y a un zoom in sur le soleil. Faut que ça soit bien clair, comme dans Zelda. Si t'as pas compris, là, tu sais que... C'est là. Il s'effondre devant la chapelle, puis là, on passe d'un close-up sur lui au ciel, close-up sur lui au ciel, puis à chaque close-up sur Dracula, son maquillage change. Il y a de la farine. Dégueulasse. Quelqu'un qui piche de la terre dans la face. C'est dégueulasse. Puis à la fin, c'est un genre de tas de plâtre lettre. Oui, pendant comme une seconde, ils l'ont pas gardé longtemps parce qu'ils n'étaient pas fiers de ça.
Judith se défait de ses cordes. Elle sort. Elle a un flash de tous les personnages qu'elle a croisés dans le film. Il y a un gros zoom-in sur la bague dégueulasse au sol. C'est la fin. Ouais. Voilà. Est-ce que ça voulait dire que peut-être elle aimait ça faire une suite? Parce que, tu sais, Où Judith prend la bague et devient la femme de Dracula. Oh! Ben, il y a eu la femme de Frankenstein, en tout cas. Comme film. Donc, Judith en femme de Dracula contre la fiancée de Frankenstein. Ouais, c'est ça. Surtout que la fiancée de Frankenstein, je pense que c'est un gros morceau du Universal Monster. C'est genre le titre il est qui comme revient quasiment souvent. aussi bon que le premier Frankenstein. C'est pas un anor, là. Moi, j'ai le goût de voir un autre film de Alan Ah ouais, ouais. Son Cinderella 2000 m'intéresse. Une genre de comédie musicale érotique, là, c'est comme un truc. Ouais, un genre de sexploitation, un peu comme le porn Alice au Pays des Merveilles qui avait sorti à l'époque. Donc, ils ont vu que ça a pogné. Ils se sont dit, on va faire un Cinderella, mais sci-fi, un petit peu porn, mais... Puis, genre de musical en même temps. C'est quelque chose. C'est bon. Toi, bon, entre guillemets. Toi, t'as tout vu ces films. Ça serait quoi ta recommandation pour nous autres? Ben, j'en parle depuis tantôt, c'est NC10, c'est sûr. Mais sinon, de ce que je me souviens, oui, Cinderella 2000, ça vaut la peine de le voir si t'es un fan de Nanor et tout ça. Mais sinon, dans les bons, il me semble que ce que je me souviens avec Girls for Rent, qui était quand même pas pire. Puis ces Blaxploitation sont pas si pires, là, comme Black Samurai, puis Dynamite Brothers, puis etc., etc. Mais un qu'il faut que vous évitiez comme la peste, c'est The Blazing Stewardess, parce qu'il a fait The Naughty Stewardess, donc son film d'hôtesse de l'air Exploitation. Ouais. Puis après ça, il s'est dit, je vais mélanger le western avec des films d'hôtesse de l'air, parce qu'il y a eu le film Blazing Saddle qui est sorti. Puis là, ça s'est pogné. Fait que c'est dit, je vais appeler ça Blazing Stewardess. Fait que c'est comme un genre de western, mais hôtesse de l'air en même temps. C'est n'importe quoi. Puis c'est mauvais. Puis ils ont engagé les Ritz Brothers parce qu'ils étaient supposés d'engager les Three Stooges, mais il y en a un qui est mort, puis l'autre qui était comme malade. Fait qu'ils ont engagé les Ritz Brothers qui sont mauvais, là. Tu sais, c'est des sous Three Stooges, là, tu sais. Puis, moi, ça, c'est le pire que j'ai vu. Puis ça a l'air que c'est le préféré de Al Adamson. Ouais, c'est son film qui trouve qu'il a le mieux accompli sa job. Je vois des bouilles. Don't you know what you're doing? Il y en a aussi, c'est Carnival Magic. C'est un film pour enfants. Puis avec un singe qui parle. Oui. Dans le docu, on le voit. Je pense que dans le docu, il en parle qu'à un moment donné, Regina Carroll a fait comme parler au singe. Puis elle fait comme si elle était en train de masturber le singe. Oui. Ouais, il en parle. Oui, il en parle. Il y a des bouts de le singe. Il y a du monde qui sont allés à l'hôpital parce que le singe, c'est un peu comme dans Nope. Ah oui, le singe s'est fâché, là. Mais c'est toute une référence. Ouais, mais tu sais, non, pour vrai, il y a une vraie histoire qui est arrivée avec ça. Un singe qui a attaqué une femme puis qui a défiguré puis elle reste en vie. Puis je pense, petite parenthèse, je pense que c'est peut-être inspiré de cette histoire-là. Okay. Mais aussi là-dedans, là, un film avec un singe. Je sais pas, dans Mon Vaillant Primate, si le singe il pétait des gueules à du monde. Talking chimpanzee. Oh, yeah. Simon, veux-tu commencer par donner ta note? T'es l'invité. Ouais, OK, fait que... Tu sais, mettons, un bon, mettons, mauvais Neil Breen, mais tu sais, un de ses meilleurs, vous l'avez mis à quoi? Genre moins 7, moins 8 dans ce bout-là, ouais. J'irais à... Ouais, j'irais à moins 6 ou moins 7, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un moins 7, ouais. Parce que c'est dans les pires à la Adamson, mais c'est quand même aussi... c'est plus le fun à regarder, tu sais. Fait que, je pense que j'irai à moins 7. OK. Jean-Gab? Ben moi, j'étais à la même place. Moi aussi, je suis à moins 7. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à écouter ce film-là. Beaucoup de plaisir à écouter le documentaire qui en rajoute aussi sur le film, sur le gars. Ça me donne vraiment le goût d'écouter ce qu'il a fait. Genre, c'est sans l'ombre d'un doute, faut se retaper des films de ce gars-là. Puis le film passe super vite aussi, là. Étonnamment, c'est pas endormant, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Non, pour vrai, c'est un bon moins 7, là. Un moins 7 fort. Joël? Moi,
viens de dire que c'était pas endormant. Moi, hier, c'était peut-être à cause qu'on a mangé de la poutine, là, mais hier, je m'endormais, on a écouté le film, là, puis là, je cognais des clous un peu. Puis je me disais, c'est à cause que le film il est plate, c'est juste à cause que je suis fatigué. Fait que j'étais un peu, je me trouvais un peu sévère. Je suis sûrement à -3, -4. Mais après, ça arrive souvent avec les nanars quand on s'informe sur le film, sur le réalisateur. J'ai écouté le documentaire, puis là, oui, tel sens, je l'avais pas vu de même. Puis, c'est drôle ça. Puis là, fait que peut-être -6. Je dirais que -6 pour ces raisons-là. Moi, j'hésitais entre -6.5 puis -7. Fait que je vais donner -7. Je vais suivre. En force d'en parler, là, la note, tu vas y aller avec la famille. Ou la famille, comme les rapides et dangereux. Family. Your family. Très hâte de me replonger dans cet univers-là. Merci pour la découverte, Simon. Ouais, merci beaucoup. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là avant. Ben moi, oui, j'avais déjà vu Satan Sadist puis Dracula contre Frankenstein, mais tous les autres films, je n'avais jamais vu. Puis c'est en achetant le coffret que j'ai fait comme, oh, wow, tu sais. Puis quand tu t'y mets à écouter sa filmographie au complet, tu peux pas arrêter. C'est pour ça que j'ai dit tout écouter en un mois. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu un défi que je m'étais donné. Le mois d'avant, j'avais écouté tous les films d'Andy Milligan. J'ai failli virer fou parce que Andy Milligan, si un jour je reviens, on écoutera. Bienvenue. Andy Milligan, ça, c'est hardcore. Là, c'est quelqu'un qui faisait des films dans l'époque, justement, Grindhouse, mais... Okay. Ces films, c'est tout le temps du monde qui chicane, mais tu sais, comme le genre de famille que tu veux pas entendre, qui n'arrête pas de se chicaner, là, mais lui, c'est ça dans ses films tout le temps. Comme les films québécois, mettons. Ouais, mais x6, là. En grade au souper, là. Tu sais, c'est pas genre peau de banane qui chicane, là. Tu sais, c'est pire, là. Tu sais, ouais. T'avais pas d'affaire à changer le poste. C'est moi qui étais ici la première. Mais crotte de bois qui est fini. Tu seras jamais la fin. Après ça, j'ai arrêté mon défi d'écouter une filmographie au complet parce que... Ouais, c'est ça, parce que... C'est prenant. Ouais, c'est ça, oui. Puis, tu sais, faut que tu l'écoutes au complet, là, tu sais. As-tu écouté les films des frères Wayans? Ouais, Chicks. Nous autres, on est partis là-dessus, toi puis moi. Je vais m'y remettre peut-être cet hiver, vu que l'hiver, on a plus le temps, on va sort moins, de me replonger dans une filmographie. Vers qui? Ben là, je suis posé de Séverin qui a sorti le coffret. Ils ont sorti le coffret de Ray Dennis Steckler. C'est lui qui a fait... comment ça s'appelle? The Incredible Strange Creature That Stopped Living and Became Mixed Up Zombies. Oh, shit. C'est lui qui a fait ce film-là. Puis... il me semble que je l'ai dit comme il faut parce que c'est un nom assez compliqué. On va pas t'obstiner. Ouais, c'est ça. Mais ils ont sorti un coffret de sa filmographie au complet. Donc, ça va probablement être un prochain que je vais écouter, là. Janvier, peut-être, là. Cool. Juste après Noël, là. Merci infiniment, Simon, d'être venu à Shawinigan faire ça avec nous autres. On était super contents. On suit Total Crap. Les nuits de la 4e dimension, les événements à venir. Ça sort fin octobre. Est-ce qu'il y a un événement que tu vas annoncer pour novembre, peut-être? Ou, On retourne à Ninkasi le 25-26 novembre avec Total Crap. On va présenter spécial années 80 le 25, spécial Tendresse le 26. Sinon, spécial Tendresse va être présenté à Montréal au Club Soda le 20 janvier. Cool. Sinon, peut-être qu'il y a des dates qui vont se rajouter d'ici là, mais je n'ai rien d'autre pour l'instant. Parce qu'en au mois d'octobre, mais vu que ça va être déjà... Être short un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Merci les Grands Bois. Merci Spread Love Comics. Merci à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde. Merci à nos Patreons qui nous encouragent à tous les mois. Voilà. Ouais, c'est vrai, on a un Patreon. Ben oui, il y a des gens qui sortent du gros cash. Certains. Et puis nous autres, avec ça, on se paye un boat. Là, on se paye des tours de Ferrari. Là, on est rendu dans le vent. Là, on est rendu sur Instagram et TikTok. C'est vrai. Depuis peu, on a parti ça. Ouais. Allez nous follow. C'est le même qui dit ça? Je sais pas. Comment ils parlent les jeunes? Ouais. Non, ça, c'est out. Oh, excusez. Fais du flossing. Ça aussi, c'est out. Ce flossing, ça, c'est out. Ouais. Mais le dab, là. Dab, ouais. Je sais plus c'est quoi qui est à jour. Si tu veux aller nous TikToker, je sais pas. Allez, c'est sick. On se revoit dans un show de Drake. Funky avec Jay Scott. Funky. Ciao, merci beaucoup. Salut.